Bienvenue pour notre exploration du jour. Aujourd'hui, on s'attaque à un geste fondamental dans plein de sports, le changement de direction. C'est ce mouvement clé pour esquiver, se replacer vite fait, bref, l'agilité quoi. Et pour ça, on a une source principale, un article de recherche assez pointu, publié dans le Journal of Sports Science and Medicine, fin 2025. Le titre, c'est «Différence biomécanique entre les mouvements de changement de direction ipsilatéraux et contralatéraux, utilisant le même pied d'appui chez des joueurs récréatifs de sport d'équipe». C'est signé Chi Chien Chen et ses collègues. Notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer ce que cette étude nous dit sur deux façons bien spécifiques de changer de cap. Imaginez même pied d'appui au sol, mais soit on part du même côté que ce pied-ça, c'est l'ipsilatéral, soit on part du côté opposé, le contralatéral. Ça a l'air d'un détail peut-être, mais on va voir que ça change pas mal de choses. Alors, pourquoi c'est important cette distinction ? Bon, avant d'aller plus loin, posons juste les bases. C'est quoi un changement de direction ? Les chercheurs disent souvent COD, Change of Direction. C'est simple, c'est juste changer sa trajectoire en courant. C'est vital dans les sports co, pour la performance, l'agilité, comme le disent d'autres études d'ailleurs. Exactement. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'étude compare deux types de COD qui ont un point commun. Ils sont faits avec le même pied d'appui. En l'occurrence, c'était le pied non dominant des participants dans l'étude. Le premier type, c'est le contralatéral, le contra-COD. Ça, c'est le plus classique, celui qu'on imagine tout de suite. Genre, appui pied gauche, et hop, on pousse pour aller vers la droite. On croise la ligne du corps, en quelque sorte. C'est le mouvement qu'on a le plus étudié, souvent pour la performance ou les risques de blessures, comme le ligament croisé antérieur, ce genre de choses. Et l'autre type, c'est l'ipsilatéral, l'ipsi-COD. Et là, c'est l'inverse. Appui pied gauche, et on pousse pour partir vers la gauche. On reste du même côté. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. L'article dit bien, ce mouvement ipsilatéral, il a été beaucoup moins exploré. On sait moins de choses sur les forces en jeu, sur comment la cheville bosse exactement pendant ce geste. Il y a un vrai manque de connaissances, quoi. C'est un peu comme si on connaissait super bien la marche avant, mais pas du tout la marche sur le côté, même si on utilise les mêmes jambes. L'étude parle aussi vite fait d'un truc important, le compromis angle-vitesse. Ah oui. En gros, plus on veut tourner serré, donc plus l'angle est grand, et plus on doit ralentir. C'est logique, faut freiner pour pas déraper. Et là, les chercheurs, ils ont choisi un angle de 60 degrés. C'est pas une petite courbe tranquille, mais c'est pas non plus en demi-tour. C'est déjà assez marqué, exigeant pour le corps. D'accord. Donc on a ces deux virages, ipsi et contra, à 60 degrés. Comment ils ont fait les chercheurs pour les comparer ? En labo, j'imagine ? Oui, en laboratoire. Ils ont recruté 29 sportifs, des hommes, joueurs amateurs mais réguliers. Ils faisaient du basket, du hockey sur gazon, du rugby, du foot, des sports où ça change de direction tout le temps. Ils avaient en moyenne 23-24 ans et s'entraînaient plusieurs fois par semaine. C'est la table 1 de l'article qui donne ces détails. Et le test en lui-même, ça se passait comment ? Alors, le protocole, c'était le MCOD 60 degrés. Le joueur devait sprinter sur 5 mètres. Ensuite, il posait son pied non dominant, qu'on avait déterminé avant, sur une plateforme de force, un truc spécial dans le sol qui mesure la poussée. Et là, paf, il faisait son virage de 60 degrés, soit ipsilatéral, soit contra. Puis, il resprintait 5 mètres dans la nouvelle direction. Ah ouais, précis. Et j'imagine filmé sous tous les angles. Exactement. Tout ça a été filmé par un système de capture de mouvement 3D, avec des caméras infrarouges et des petits marqueurs réfléchissants collés sur les jambes. Ça donne une analyse très fine du mouvement. Et qu'est-ce qu'il mesurait exactement avec tout ça ? Plusieurs choses clés. D'abord, le temps de contact au sol. Combien de temps le pied reste sur la plateforme ? En millisecondes. Hein. Ensuite, l'amplitude des mouvements de la cheville. Le ROM, comme on dit. Et pas juste ça bouge ou ça bouge pas, mais dans les 3 plans de l'espace. C'est-à-dire, est-ce que la cheville tourne vers l'intérieur ou l'extérieur ? Pronation, supination. Est-ce qu'elle bascule sur les côtés ? Inversion, éversion. Et est-ce qu'elle plie vers le haut ou le bas ? Flexion plantaire, dorsiflexion. D'accord. Donc le mouvement précis de la cheville et les forces. Voilà, les forces de réaction au sol mesurées par la plateforme. La force verticale, vers le bas, l'impact, et la force horizontale, sur le côté, celle qui fait tourner. On mesure les pics de force, mais aussi l'impulsion, c'est la force multipliée par le temps. C'est important car une grosse force très courte, c'est pas pareil qu'une force moyenne plus longue.
Ça donne l'effet global de la poussée, en quelque sorte. C'est ça. Et bien sûr, point technique mais crucial, toutes ces forces sont normalisées par rapport au poids du corps, pour pouvoir comparer tout le monde équitablement. Et d'ailleurs, petite observation intéressante dès cette phase de mesure, ils ont vu un truc. Souvent, pour le virage contrat, appui gauche, départ droite, la force verticale, elle a 2 pics. 2 pics. Comment ça? Un premier pic quand le pied atterrit et freine, et un deuxième quand il pousse pour repartir. C'est un peu comme un amorti, puis une propulsion. C'est assez classique. Or, dans cette étude, pour le virage IPSI, appui gauche, départ gauche, ce schéma en 2 temps était beaucoup moins évident, voire pas visible du tout sur certaines courbes. La figure 2C le montre bien. Ah, d'accord. Ça suggérait déjà que la manière de faire le virage, la stratégie motrice était peut-être différente. Exactement, ça a mis la puce à l'oreille. Bon, alors, les résultats, hein, qu'est-ce qu'ils ont trouvé au final? C'est là que ça devient vraiment intéressant, voire surprenant. Déjà, ils ont vérifié un truc. La vitesse d'approche sur les 5 premiers mètres était la même pour les 2 types de virages. Donc, ouf, les différences qu'on va voir ne viennent pas de là. C'était important de le vérifier, oui. Alors, premier résultat qui saute aux yeux, le temps de contact au sol. Pour l'ipsidiacode, le virage du même côté, eh bien le pied restait significativement moins longtemps sur la plateforme. Environ 6% de moins. On parle de 0,205 secondes contre 0,218 secondes pour le contradiacode. C'est pas énorme en soi, mais la différence est statistiquement très nette. Moins de temps en sol pour l'IPSI, c'est noté. Deuxième chose, la cheville. Comment elle bouge? Alors là, c'est plus subtil. Pour l'ipsidiacode, la cheville avait une plus grande amplitude de mouvement, en pronation-supination. Elle tournait plus sur elle-même, si on veut. Par contre, elle avait une amplitude plus faible en inversion et éversion, le basculement sur les côtés, moins 19%, et surtout beaucoup moins de flexion plantaire, dorsiflexion, moins 37%. Donc un schéma de mouvement de la cheville vraiment différent. Plus de rotation dans un sens, moins de mouvement dans les autres. Exactement. Et enfin, le gros morceau, les forces et l'impulsion. Et là, attention, c'est la surprise. Pour l'ipsipsiode, celui où le contact est plus court, toutes les forces mesurées étaient significativement plus faibles. Ah oui. Carrément. Oui, la force horizontale maximale, 14% plus basse. La force verticale maximale, 32% plus basse. Et l'impulsion totale, donc l'effet global de la force, était environ 24% plus faible aussi. Alors là, c'est ça qui est frappant. On a un mouvement, l'ipsipsiode, où le pied passe moins de temps au sol, Oui, mais où, et c'est ça le paradoxe, il génère moins de force et moins d'impulsion. Normalement, on s'attendrait à l'inverse. Intuitivement, pour aller vite, changer de direction avec un contact bref, on se dit qu'il faut pousser très très fort. Une grosse décélération, une grosse accélération. c'est l'idée qu'on a, oui. Un gros coup de rein, quoi. C'est souvent ce qu'on voit dans les études sur le quad classique. Mais là, pour l'ipsilatéral, non, c'est lag, moins de temps et moins de force. Mais alors, comment c'est possible? Si on pousse moins fort, comment on arrive quand même à tourner? Et même avec un contact plus rapide, ça défie un peu la logique, non? C'est la grande question, et les auteurs essayent d'y répondre. Ils proposent plusieurs pistes, plusieurs hypothèses. La première, elle est liée à notre anatomie, à la structure même de la cheville. Il y a un petit os sur le côté extérieur de la jambe, le péroné, la fibula. Oui. Eh bien, il descend un peu plus bas que l'os principal à l'intérieur, le tibia. C'est pas grand-chose, mais ça fait que mécaniquement, il est plus difficile de basculer le pied vers l'intérieur, l'inversion, que vers l'extérieur, l'éversion. Ah, d'accord, une butée osseuse naturelle en quelque sorte. Voilà. Et comme le virage ipsilatéral sollicite ces mouvements différemment du contralatéral, cette contrainte anatomique pourrait jouer un rôle. Ça pourrait expliquer pourquoi l'amplitude en inversion-éversion est plus faible dans l'ipsicode et comment ça influence la manière dont on applique la force. D'accord, une explication anatomique. Et les autres pistes? Une deuxième piste qui est peut-être plus facile à visualiser, c'est la trajectoire du mouvement. Les chercheurs ont observé, c'était pas mesuré quantitativement dans cette analyse, mais c'était leur impression, que les joueurs semblaient faire l'ipsicode de manière plus arrondie. Plus arrondi, c'est-à-dire? Moins un virage cassé, moins un angle vif. Plutôt une courbe, une trajectoire plus fluide. Ah, comme si on coupait moins le virage, on l'enroulait plus. Exactement. Et une trajectoire plus courbe, ça pourrait permettre de mieux conserver son élan, de réduire les forces d'impact un peu brutales. Du coup, on pourrait se réorienter plus en douceur, avec moins d'efforts, moins de force, et peut-être même plus vite au niveau du contact au sol. Une stratégie de fluidité contre une stratégie de force brute, en quelque sorte. C'est un peu l'idée, oui. Une hypothèse intéressante. Et puis, il y a une troisième chose, la variabilité entre les joueurs. Ah oui, c'était différent selon les personnes. Oui,
L'étude montre que pour l'ipsicode, il y avait plus de variations dans les mesures d'un joueur à l'autre. Par exemple, le ratio entre force verticale et force horizontale, qui donne une idée de l'orientation de la poussée, était beaucoup plus variable pour l'ipsicode. On le voit sur la figure 3. Qu'est-ce que ça suggère? Peut-être que ce mouvement est moins standardisé. Moins automatisé? Ou alors qu'il y a plusieurs bonnes façons de le faire. Différentes stratégies individuelles qui marchent. Certains sont peut-être plus efficaces que d'autres sur ce mouvement moins commun. Possiblement, oui. Ou alors c'est simplement plus difficile à maîtriser de façon constante. D'accord. Donc si on essaie de résumer tout ça, le message clé, c'est que ces deux virages, ipsi et contra, même avec le même pied, même angle, c'est pas du tout la même chose au niveau biomécanique. L'ipsi latéral, c'est vraiment une signature à part. Contact plus court, moins de force, des mouvements de cheville bien spécifiques et peut-être cette idée de trajectoire plus courbe. C'est exactement ça. Ce ne sont pas juste des images miroirs. Le corps semble utiliser des stratégies fondamentalement différentes. Et qu'est-ce que ça implique concrètement pour l'entraînement, la prévention des blessures? Potentiellement pas mal de choses. Si on pense à l'entraînement sportif, est-ce qu'on entraîne spécifiquement ces virages ipsilatéraux? Souvent, les exos d'agilité se focalisent sur le contra-COD, le classique. Mais si l'ipsi-COD repose moins sur la force pure et plus sur la fluidité, la technique, l'utilisation de l'anatomie, peut-être qu'il faut des exercices différents pour l'améliorer. Ou pour éviter les blessures spécifiques à ce mouvement. Justement, on pourrait penser aux entorses de cheville en éversion, vers l'extérieur. Si ce mouvement est plus sollicité ou moins bien contrôlé dans l'ipsi-COD, c'est une piste. C'est une info utile pour les entraîneurs, les prépas physiques, les kinés. Ça nous dit aussi que juste classer les changements de direction par leur angle, genre petit, moyen, grand angle, c'est peut-être un peu simpliste. Oui, ça suffit pas. Un virage à 60 degrés, c'est pas la même difficulté ou les mêmes contraintes selon si c'est ipsi ou contra. La direction compte énormément. C'est une vision plus fine de l'agilité. Bien sûr. L'étude a ses limites, les auteurs le disent eux-mêmes. Toujours important de le rappeler. C'était des hommes, joueurs amateurs. Est-ce que c'est pareil chez les femmes? Chez les athlètes d'élite, qui ont peut-être des techniques hyper optimisées? On ne sait pas trop. Et puis c'était en labo. Surface idéale, tâche connue. Sur un terrain glissant, avec la pression d'un adversaire, c'est sûrement plus complexe. Oui, la réalité du jeu est toujours plus riche. Et puis, on sait qu'il y a des différences, mais on ne sait pas encore exactement quels facteurs. Le mouvement de cheville, la force réduite, le temps de contact bref est le plus important pour être performant en ipsi-COD. Il y a encore du boulot pour la recherche. D'accord. Donc, pour résumer les points essentiels de cette analyse, la recherche de Chen et ses collègues, elle montre clairement que les changements de direction ipsilatéraux et contralatéraux sont distincts biomécaniquement. L'ipsicode, contact plus court, force et impulsion plus faible et des mouvements de cheville différents, plus de rotation interne-externe, moins de bascule latérale et de flexion. Et les explications possibles tournent autour de l'anatomie, d'une trajectoire plus arrondie et d'une plus grande variété de stratégies. En gros, deux façons différentes de prendre un virage. C'est une belle synthèse. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, je trouve. Une question assez fascinante. Si cet ipsicode, il utilise moins la force brute, plus la fluidité, un contact rapide, comment ça interagit avec le type de surface? Ah oui, bonne question. Sur synthétique, sur herbe, sur parquet. Voilà, est-ce que c'est plus facile sur une surface qui permet un léger glissement contrôlé, ou au contraire sur une surface qui accroche fort? Et les chaussures, est-ce qu'une chaussure très rigide aide ou gêne ce mouvement spécifique? Et surtout, la question pratique. Comment on peut entraîner ça? Comment aider les athlètes à devenir meilleurs dans ce geste ipsilatéral qui est super fréquent dans leur sport, mais qu'on comprend encore un peu moins bien? Exactement, ça ouvre des pistes pour l'entraînement et la recherche future. Pour celles et ceux qui voudraient vraiment aller voir les détails, les chiffres, les graphiques, l'article original est évidemment la référence. Je rappelle le titre « Biomechanical Differences between Ipsilateral and Contralateral Change of Direction Movements using the same planting foot in Recreational Team Sport Players » par Chi-Hsien Chen et son équipe dans le Journal of Sport Science and Medicine, volume 2, 2025. Voilà pour cette exploration détaillée aujourd'hui. On espère que ça a éclairé un peu cet aspect précis de la performance motrice. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et puis d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines analyses de sources passionnantes.